Alors, passons maintenant à la régulation qui se fait sur 3 niveaux. عندنا intestinale, osseuse et rénale. نبداو osseuse. Au niveau osseux كيما على بالنا عندنا le stockage تاع le calcium مع الphosphore ou la libération. Donc عندنا soit minéralisation ou la déminéralisation. Physiologiquement, c'est minéralisation. Mais la minéralisation se fait selon un phénomène de remodelage osseux. واش معناتها؟ معناتها عندنا مع الأول عندنا deux lignées cellulaires principalement, عندنا les ostéoclastes et les ostéoblastes. كي نقولوا ostéoclastes, هادوك يجوا يديروا لي résorption. Elles vont creuser l'os, les cellules vont créer des lacunes de Auship, des lacunes يحفروا في l'os. Sur placement راهم لازم immédiatement هاد les pertes vont être comblées. شكون يجوا؟ c'est les cellules ostéoblastiques يجوا يعمروا l'os, يديروا la minéralisation, etc. la matrice osseuse. Donc, voilà, c'est ça le remodelage. C'est un phénomène successif entre deux mécanismes, résorption osseuse, suivi immédiatement par une resynthèse par les ostéoblastes. Voilà, donc c'est ça le remodelage. Donc, au niveau osseux, il y a une fixation de le calcium, donc il a isolé le calcium sanguin, ou la libération. Libération, c'est en cas de lyse osseuse. Donc, phénomène de lyse. Et ça, c'est pas bien, c'est pathologique. Donc, nous y donnons bien. Au niveau rénal, on a surtout à la réabsorption. On a 99% la fraction filtrable, la filtration réabsorbante. Principalement au niveau donc, du tube contourné proximal, 65%. Et 20% au niveau de l'anse de Henle, 10 à 15% au niveau du tube contourné distal, et c'est à ce niveau les la régulation par la PTH, l'augmentation de la réabsorption de le calcium au niveau du tube contourné distal. Les chiffres, c'est important de bon, la dernière fois, on a le phosphore, je crois, mais les QCM, voilà. Donc la filtration moyenne, elle est de 10 grammes par jour. 10 grammes par jour, ce sera la filtration de le calcium. Voilà, 10 grammes par jour la quantité, voilà. Alors, nous, donc voilà, c'est à 3 niveaux que on a, donc le PTH, elle fait augmenter, et le calcitriol aussi, la calcitonine, elle fait diminuer. Après, on va voir la régulation hormonale. Alors, au niveau intestinal, bien sûr, on va parler de l'absorption. On a une absorption passive ou la active. Passive, elle va suivre le gradient de concentration, tout simplement. Active, elle va nécessiter la présence du calcitriol. Donc, j'ai un petit schéma là qui est très intéressant, qui va nous permettre de bien comprendre tout ça. Alors, bon, je vais essayer de diminuer un petit peu. Là. Alors, voilà. Donc, où j'ai voilà. Alors, ici, bon, c'est où j'ai trois structures. Ici, c'est la lumière intestinale, c'est les intestins. En gris clair. C'est les intestins, d'accord? Là, c'est les intestins. Là, c'est le milieu sanguin, c'est le sang. Voilà, c'est les capillaires sanguins, c'est les vaisseaux sanguins. Et au milieu, c'est l'entérocyte, c'est la cellule intestinale. Avec ces deux pôles, on a un pôle apical qui contient les microvillosités. Et là, c'est le pôle basal en contact avec le sang, en contact avec les capillaires, les vaisseaux sanguins. D'accord. Donc, le calcium, après la digestion, il y a l'intestin. Le calcium, qu'est-ce qu'il va trouver? Donc, pour passer, il y a l'entérocyte, il y a une protéine. Un transporteur. C'est le calcium transporter en anglais ici. Donc, il y a normalement pas vraiment. Après, il troll normal et il va être transporté par. Il va trouver, une fois il troll, il aura une protéine très importante, c'est la calbindine. Elle est spécifique تاعو. هذه حتوصلوا حتى le pôle basal. Et là ici, il va trouver une pompe ATP dépendante qui va le pomper vers le milieu sanguin. Donc, là, on parle ATP, on parle du transport passif. La partie, c'est pas comme d'habitude on dit toujours que passif ne nécessite pas de l'énergie, actif nécessite de l'énergie. Et ben là, c'est pas vraiment par rapport à l'énergie, c'est par rapport à l'utilisation le calcitriol, c'est par rapport au calcitriol. Là, actif, ça augmente et c'est pas en suivant le gradient.
ça augmente la quantité. L'essentiel, c'est pas par rapport à l'ATP, parce que là, même si elle est passive, ça qu'il y a une utilisation de l'ATP. Si tu pompes, elle nécessite la présence de l'ATP. D'accord? C'est même machine, ATP active. Certes, je suis d'accord. Donc, bien sûr, c'est clair, c'est pas moi qui invente des choses, mais oui, actif, ça nécessite de l'énergie, bien sûr. Mais là aussi, passif, on utilise, c'est normal, c'est pas حاجة grave. Je suis juste pour expliquer, c'est moi, on va dire, allez, chérie, passif, voilà, utilisation de l'énergie est normale. C'est pas quelque chose de grave. L'essentiel, il y a utilisation ici, donc c'est la pompe. On va pas compliquer les choses. Donc voilà, un transporteur ici au niveau apical qui va donc permettre le passage. Une fois à l'intérieur de l'entérocyte, elle va être prise en charge par une calbindine. C'est une protéine spécifique TAO. Et elle va le transporter jusqu'ici, le pôle basal, où il va pomper une pompe, le milieu plasmatique. Alors, lorsqu'on parle du transport passif, de l'absorption passive, et bien là, on aura l'intervention de le calcitriol ici. Le calcitriol, voilà. Donc, là, je vais essayer d'utiliser ça. Donc, le calcitriol, qu'est-ce qu'il va faire? Le calcitriol. Le calcitriol a un récepteur spécifique. Déjà, c'est un récepteur. C'est comme un facteur de transcription, voilà, et donc c'est le vitamine D récepteur, voilà. Alors, le calcitriol, c'est une hormone, elle dérive du cholestérol, donc c'est une hormone lipophile, donc elle peut traverser la membrane plasmique normale, parce qu'elle contient des phospholipides, donc elle peut passer, et elle va trouver son récepteur ici, plasmique, cytoplasmique, pardon. Et donc, elle va se lier à son récepteur, elle va venir ici, elle va activer la transcription des gènes spécifiques. Les gènes. Et elle va activer la transcription les trois protéines, calcium transporteur, et calbindine, et la pompe. Donc, elle a activation excessive de synthèse. Donc, synthèse importante. Vous voyez, ça a doublé. Au début, elle a juste un seul transporteur, une seule pompe, et une seule calbindine. Et là, la présence le calcitriol, après sa fixation à son propre récepteur, ça va être l'activation, migration vers le noyau, activation des gènes, et donc synthèse génétique, et donc libération des protéines d'une façon excessive. C'est ça l'absorption active par la présence du calcitriol. C'est comme ça qu'il va intervenir. Il dit la transcription et la synthèse des protéines. زادت لي بزاف هذه donc حيجوزوا بزاف les molécules هذوما enfin les ions ولا هذوما الكالسيوم حيجوز بزاف حيولي يجوز لي بزاف. Et donc تاني une fois يدخل داخل حيلقى بزاف les molécules calbindine باش يوصلوه يلحقوه ici. Et تاني elle va activer la pompe هذه. Et donc on aura une augmentation de la calcémie au niveau sanguin. Voilà, c'est ça. C'est ça l'intervention de le calcitriol. J'espère que c'est clair. La participation de le calcitriol. Au début, c'était passif, normal, en suivant le gradient de concentration. Après, le calcitriol, il va être à l'origine de ce transport actif, c'est-à-dire il va augmenter la synthèse de ces protéines avec bien sûr utilisation excessive de l'énergie et synthèse protéique très importante. Et puis voilà. Donc j'espère que c'est clair. Alors on reprend notre résumé. Donc alors, les rôles, le calcium, il faut parler des rôles, bien sûr, pour comprendre par la suite lorsqu'on a un déficit ou un excès. Donc, le calcium, il intervient, bien sûr, au développement osseux, bien sûr, la rigidité, la structure de l'os. Ensuite, c'est un tampon extra et intracellulaire, un rôle, voilà. Et la perméabilité membranaire aussi, il intervient dans ça. Surtout, c'est la conduction musculaire et, la contraction musculaire et la conduction nerveuse. Voilà, parce que nous on surtout les signes cliniques de l'hypo ou l'hypercalcémie, un rôle la coagulation sanguine, la libération des transmetteurs et lorsqu'on parle du calcium ionisé, c'est le plus important bien sûr qu'on a, c'est la fraction active, biologiquement active. Elle va participer à l'automatisme cardiaque, myocardique surtout, conduction nerveuse, c'est un rôle. Les canaux calciques ont un rôle très important, fait surtout la libération, par exemple, l'insuline par exemple, c'est l'ouverture des canaux calciques après fixation alors si on rappelle un petit peu la libération de l'insuline comment se fait, la fixation le glucose par les GLUT2 au niveau des cellules bêta des îlots de Langerhans. Une fois fixé le glucose il trouve derrière ça une phosphorylation, glucose 6 phosphate, il devient glucose 6 phosphate, il va entrer dans il va faire une glycolyse pour donner du pyruvate. Le pyruvate le cycle de Krebs,
Voilà, après transformation, cycle de Krebs, il va bien sûr générer de l'énergie. Cet ATP va être à l'origine de fermeture les canaux potassiques, donc des augmentation de le potassium en intracellulaire, augmentation, donc c'est-à-dire on va avoir une dépolarisation à l'intérieur de la cellule bêta, augmentation de une dépolarisation, elle va provoquer l'ouverture des canaux calciques voltage dépendant. Le calcium hydrolydré, il va mobiliser les vésicules, donc les vésicules qui contiennent l'insuline et il va les libérer. Donc, un exemple, c'est le rôle, c'est le calcium. On a aussi la coagulation, la division mitotique, la contraction des muscles, l'intégrité et la stabilité, sécrétion hormonale, voilà, c'est ça, je viens de l'expliquer, sécrétion des hormones endocrines et exocrines. Voilà, voilà. Donc, la régulation de l'homéostasie, donc, ça concerne quoi? Donc, le flux intestinal a beaucoup plus absorption très importante à l'excrétion. Après, pour le flux rénal, on va parler de l'excrétion. Donc, c'est comme ça comment se fait la régulation. Il a quand il y a une hypocalcémie, on aura augmentation de l'absorption. Il a quand il y a une hypercalcémie, on aura l'excrétion plus importante au niveau rénal. Et le métabolisme osseux qui marquera par phénomène de remodelage osseux, c'est ça. Donc voilà, c'est juste l'homéostasie et ça dépend. C'est en fonction du taux de calcémie, soit augmentation, soit diminution. Donc c'est ça. Il faut toujours qu'il y ait des variations avec la sécrétion hormonale. Alors, la physiopathe, les dyscalcémies, oui, dès qu'on a des dyscalcémies, des troubles de la calcémie, c'est un déséquilibre entre la résorption osseuse qui ne se fait pas correctement, soit résorption excessive ou la fixation, voilà, ce qui donne une hypocalcémie peut-être. L'essentiel, c'est surtout la résorption qui va libérer beaucoup de calcium, donc on aura une hypercalcémie. De l'absorption digestive, soit absorption importante ou la absorption qui n'est pas du tout importante. Après, l'excrétion urinaire aussi et les dérèglements hormonaux. On va comprendre tout ça. Donc, il y a la formule, la partie précédente, comment corriger la calcémie. On va donc prendre la calcémie totale qu'on a dosée en millimoles par litre. On va ajouter 0,02 fois, voilà, 40 moins albuminémie en grammes par litre. L'essentiel, c'est ça. Comment il faut la corriger? Il faut avoir l'albuminémie pour pouvoir apprécier la calcémie, la vraie calcémie. Alors, la régulation hormonale, donc là, on va parler des hormones qui interviennent dans la régulation du taux de calcium. On a principalement la PTH, le calcitriol et la calcitonin. La PTH, c'est une hormone hypercalcémiote et hypophosphorémiote. Elle augmente la résorption osseuse pour libérer le calcium, des mobilisations. Et en cas d'hyperparathyroïdie, en cas d'hypocalcémie, on aura l'activation de TAH, donc elle va faire des dégâts au niveau osseux. Elle active la 1-alpha-OHase, c'est une enzyme localisée au niveau rénal et qui participe à l'activation de la vitamine D en assurant une hydroxylation au niveau de la position 1, au niveau de la vitamine D, ce qui donne le calcitriol. Voilà, elle active le calcitriol, c'est ça. Donc elle participe à l'absorption active digestive indirectement. C'est en activant le calcitriol. Le calcitriol, avec l'illustration. Elle active aussi la réabsorption au niveau du tube contourné distal, ces tubes contournés distal, le calcium, voilà, c'est ça. Le calcitriol, alors, pour terminer avec la PTH, donc la PTH, bien sûr, elle va augmenter l'absorption indirectement en activant l'activation de la vitamine D, mais en cas de, si on a une hypercalcémie, en cas d'hypercalcémie, les cellules parathyroïdiennes ont des récepteurs spécifiques au calcium. C'est les calcium récepteurs, c'est ça, récepteurs sensibles au calcium. Ça, hypercalcémie, il va inhiber, c'est comme un rétrocontrôle négatif. Il va inhiber. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir une cascade intracellulaire, une cascade de réactions intracellulaire parathyroïdienne. On aura la diminution de l'expression génétique de la PTH, diminution de la sécrétion de la PTH, diminution de la prolifération des cellules parathyroïdiennes et surtout l'augmentation de la dégradation intracellulaire de la PTH. Donc c'est ça, c'est comme un rétrocontrôle négatif dû à l'hypercalcémie. Elle va inhiber pour ne pas augmenter la calcémie encore plus. Alors, le calcitriol, donc c'est une hormone hypercalcémiante et hyperphosphorémiante. Elle favorise l'absorption surtout au niveau digestif, l'absorption active principalement. Elle active la réabsorption au niveau rénal. Elle favorise la résorption de l'os ancien. Il faut préciser, c'est l'os ancien. La vitamine D, elle est importante pour le maintien de la structure osseuse et tout. Donc, c'est l'os ancien dès la résorption.
sur place لازم يعاود يتسقم سي لو ريمودلاج يعني elle favorise le remodelage pour يعني يجددوا هذه pour renouveler l'os. La calcitonie, c'est une hormone hypocalcémique et hypophosphorymiante, les deux en même temps. Hadia, c'est clair, elle va inhiber la résorption, donc elle favorise la fixation et la minéralisation osseuse, باش تفيكسينا الكالسيوم والphosphore باش تحبط le taux تاعهم في le sang, et elle va inhiber leur réabsorption tubulaire. Et elle n'a pas vraiment un effet au niveau digestif ou intestinal. Alors, et j'ai pas précisé aussi que qu'est-ce qu'on avait dit? Oui, l'absorption, c'est bon, on a parlé de ça, c'est bon. Alors, c'est pas grave. Donc, l'hypercalcémie. Alors là, on commence avec la pathologie de l'hypercalcémie. Donc, elle est définie par une calcémie totale, corrigée bien sûr, avec une albuminémie normale. Après la correction. Donc, le supérieur à 2,6 millimoles par litre. Ionisée, le supérieur à 1,6 millimoles par litre. Alors, lorsqu'elle dépasse 3,5 ولا بلا ما نهضروا على لي شيفر تكون symptomatique, donc à ce niveau مش حتكون vraiment symptomatique. L'hypercalcémie مش حتكون directement symptomatique, mais lorsqu'elle devient symptomatique ou supérieure à 3,5 millimoles par litre, là elle est considérée comme grave. La sévérité, c'est l'installation rapide, c'est son installation rapide avec les symptômes parce que ça touche le cœur. On va voir l'hypercalcémie, elle provoque des ralentissements. Voilà. L'hypocalcémie, c'est le contraire, une hyperexcitabilité. On va voir tout ça. Alors, et donc c'est une dérégulation en fait entre le flux entrant et le flux sortant. Il y a une dérégulation, il y a un excès dans le flux entrant sans élimination. Voilà. Donc on va voir. Alors, les étiologies de l'hypercalcémie. Les étiologies de l'hypercalcémie. Alors qu'est-ce qu'on a? Donc, on a soit augmentation de l'absorption calcique digestive, augmentation de l'absorption. Absorption importante. Ou la résorption osseuse accrue, résorption, l'os a libéré le calcium. Ou la excrétion rénale diminuée, marouchi éliminée, donc il y a la rétention. L'absorption excessive du calcium, c'est en cas d'augmentation de c'est hypervitaminose D. C'est la vitamine D en excès. Mais pas que. Il y a quantitativement ou qualitativement, il y a un excès d'activation avec voilà, activation de la vitamine D qui va, c'est le castrio bien sûr, qui va aller vers l'intestin pour augmenter l'absorption active du calcium. Alors les cas les états d'augmentation de l'absorption calcique digestive, c'est en cas de granulomatose. Le granulomatose, c'est toute pathologie qui est caractérisée par une réaction inflammatoire granulomateuse chronique, bien sûr c'est une réaction inflammatoire chronique à type 2 tuberculose, sarcoïdose. Et qu'est-ce qu'on aura? Alors on aura une réaction granulomatose et une réaction ou une inflammation épithéliogigantocellulaire, c'est-à-dire on aura beaucoup de cellules épithéloïdes, des cellules géantes, par fusion les macrophages. C'est en fait une persistance soit un germe ou une bactérie comme le cas de la tuberculose, c'est la persistance des bacilles de Koch à l'intérieur des macrophages, ce qui donne cette réaction granulomateuse chronique. Voilà, c'est une hypersensibilité de type 4 qui m'a fait. Donc ça donne ce cas-là de granulomatose. Alors je te la flosse. Donc c'est en fait elle va stimuler l'enzyme 1-alpha OHase et donc elle active la vitamine D et donc calcitriol élevée et augmentation de l'absorption. Surcharge thérapeutique en cas d'utilisation de certains médicaments comme les diurétiques thiazétiques. Bon, donc nous les diurétiques thiazétiques, d'accord. Encore certains médicaments, voilà, où il a un apport, voilà, des traitements, une hypervitaminose D, quelqu'un qui prend beaucoup de vitamine D, sans savoir est-ce qu'il a besoin, ou la vitamine D, il prend vitamine D, voilà. Et voilà. Les apports élevés, les apports exogènes, dans le cas, le syndrome des buveurs de lait, voilà. Parce que, oui, j'ai oublié de parler, en fait, de l'origine, mais c'est clair, hein, c'est connu, l'origine, le calcium, c'est principalement dans les produits laitiers, mais pas que, on peut les trouver même les fruits, les légumes, certaines céréales, mais la source qui est la plus disponible, c'est les eaux minérales, l'eau minérale, el-ma'dani, qui contient beaucoup de sels minéraux. Parmi ces sels minéraux, on va trouver beaucoup de calcium, magnésium, etc. Et c'est très intéressant, c'est facile à avoir, voilà, c'est très disponible. Et puis, qu'est-ce que j'allais dire? Donc, ça peut aller jusqu'à 500 mg
par litre. C'est énorme comme quantité par litre de cette eau minérale. C'est très intéressant. Et donc, s'il faut retenir quelque chose, c'est de boire de l'eau, boire beaucoup d'eau, parce que ça aide encore une fois, parce que en cas d'hypocalcémie, tu connais une sécheresse, des muqueuses, de la peau, atteinte les fanères, les cheveux, etc. Donc, c'est bien de boire beaucoup d'eau, et c'est l'eau minérale. Donc, voilà, buvez de l'eau. Voilà, c'est ça. Donc, alors, on continue avec la résorption osseuse accrue. Donc, on a une hyperparathyroïdie. En cas primaire, c'est l'atteinte de la parathormone, c'est elle qui est en train de sécréter en cas de cause tumorale, voilà, cause tumorale, ou bien une PTH-related peptide, là c'est une hormone, ou là c'est une tumeur paranéoplasie, plutôt une paranéoplasie, une autre, voilà, tumeur à une autre localisation extra, enfin pas au niveau de la parathormone, enfin la parathyroïde, pardon. Et donc on aura la sécrétion d'une hormone qui a un effet similaire à celui de la PTH. Voilà, ce qui augmente la résorption osseuse. Mais pas que, il y en a d'autres tumeurs au niveau osseux, par exemple, des métastases osseuses ou là des métastases qui sont dites ostéophiles. C'est des tumeurs, c'est surtout le cancer du sein, c'est un cancer où les métastases ostéophiles ils retrouvent surtout à localisation osseuse, ce qui augmente la résorption osseuse et libération importante à le calcium. Il y a d'autres cancers, il y a aussi le cas des thyroxines, donc les hormones thyroïdiennes, les corticoïdes, les cytokines phélytiques osseux. Donc ça c'est des métastases qui sécrètent des molécules qui sont très toxiques, qui vont liser, qui vont détruire l'os, tout simplement. L'excrétion rénale, donc là, c'est dans le cas d'une déshydratation. On va essayer de l'expliquer comme ça. Donc, en cas de déshydratation, c'est ce qu'on a dit une hypovolémie, donc hypoperfusion rénale, donc insuffisance rénale aiguë fonctionnelle. Voilà. Et donc, on aura une hypercalcémie, il n'y a pas d'élimination, il y a une rétention de calcium. Et dans le cas, le deuxième cas, c'est l'utilisation des diurétiques thiazidiques qui ont un effet, qui vont éliminer en fait le sodium et le chlore aussi, le NaCl, mais vont épargner, préserver le calcium. Voilà. Donc voilà, c'est ça l'effet des diurétiques thiazidiques. Alors pour ce qui est du lithium, alors le lithium, il est utilisé dans certaines pathologies psychiatriques comme le bipolaire et tout. Alors là, on vient de parler des récepteurs qui sont localisés, des récepteurs le calcium, qui sont sensibles au calcium. Alors, je vais reprendre ça. Voilà, donc on a les récepteurs qui sont localisés au niveau de la cellule parathyroïde, les récepteurs spécifiques le calcium. En cas d'hypercalcémie, ils inhibent ou ils stoppent quand même. Les effets alors, en cas d'utilisation le lithium, il peut se fixer à ces récepteurs. Il va empêcher la fixation le calcium. Donc, en cas d'hypercalcémie, le calcium ne peut pas venir ici et exercer son effet feedback négatif. Et donc, on aura hypercalcémie, la PTH, elle va pas savoir s'il y a une hypercalcémie ou pas. Donc c'est ça, le lithium c'est ça, c'est son effet indésirable. Voilà, les étiologies, très bien. Alors, les conséquences, donc, sur le cœur. Donc c'est, alors, pour comprendre, l'hypercalcémie, un ralentissement. Pour l'hypocalcémie, c'est le contraire. Donc hyper, ralentissement, hypo, hyper excitabilité, voilà. Sur le cœur, on aura une accélération de l'entrée du calcium à l'intérieur des cellules myocardiques. On aura une dépolarisation importante. Ce qui est très important, c'est que sur le CG, on va voir un raccourcissement du segment ST et l'intervalle QT. C'est-à-dire on aura une hypoexcitabilité. On a un ralentissement d'hypercalcémie. On aura une hypoexcitabilité, c'est une bradycardie. Et donc, faites le cas, le cœur, il va commencer à battre spontanément. Ou je mets le ventricule surtout. Le cas de l'hypercalcémie aiguë. Donc, c'est un raccourcissement le segment ST et l'intervalle QT. C'est un ralentissement. C'est une bradycardie. C'est un effet chronotrope négatif. L'hypercalcémie aiguë, il y a des troubles du rythme ventriculaire. Il y a une extrasystole ventriculaire, une tachycardie ventriculaire et jusqu'à la fibrillation ventriculaire. C'est jusqu'à la fibrillation, voilà. Donc là, le ventricule, il va commencer à battre spontanément, indépendamment du nœud sinusal,
il commande l'automatisme et tout. Donc là, il va commencer à battre tout seul, tout simplement. C'est ça. Les cas aigus, c'est des troubles du rythme ventriculaire. Après, lorsqu'on a une hypercalcémie chronique, là, on aura un bloc auriculo-ventriculaire avec complètement une fibrillation atriale. Voilà. Alors, pour les muscles lisses, on aura une contraction des muscles lisses artérielle, ce qui donne une hypertension artérielle. Et d'ailleurs, la calcémie, des dépôts, et donc ça provoque une HTA. C'est ça. C'est surtout avec l'augmentation des résistances vasculaires systémiques sans augmentation du débit cardiaque. Il n'y a pas d'augmentation du débit cardiaque. C'est pour ça, malgré augmentation, il y a une bradycardie, le cœur ralentit. Augmentation des résistances. C'est la contraction des muscles lisses artériels. C'est pour ça qu'on aura une HTA. Augmentation des résistances, ça qu'on a dit une vasoconstriction. Voilà. Sur le rein, directement ou indirectement, on va en rapport avec l'HTA surtout. L'HTA, elle va altérer le rein. Sur le tube contourné proximal, elle va inhiber de 1 l'enzyme alpha 1 OH hydroxylase qui va activer la vitamine D. Donc, heureusement, elle va inhiber ça pour qu'il n'y ait pas, encore une fois, absorption active le calcium, pour un petit peu arrêter tout ça. Sur la branche ascendante de l'anse de Henle, on a une diminution de la réabsorption du calcium parce qu'il y a une augmentation du calcium péritubulaire. Donc c'est comme si le rein est en train de compenser. On a aussi une action diurétique. Le calcium a une action diurétique, c'est ce qui donne une déshydratation globale. Voilà. Donc les conséquences de l'hypercalcémie. Alors... l'hypocalcémie enfin, donc là c'est le taux de la calcémie totale surtout est corrigé avec albuminémie connue. Donc là on va trouver inférieur à 2,2 mmol par litre et la calcémie ionisée est inférieure à 1,1 mmol. Donc cette hypocalcémie elle est peu fréquente, elle peut être vraie ou bien fausse. Elle peut être vraie lorsque vraiment la fraction régulée, libre, ionisée elle est diminuée, ou qui une fois c'est l'hypoalbuminémie. C'est en fait l'albuminémie qui va faire varier cette calcémie totale, mais sans variation de la calcémie ionisée. Elle est toujours corrigée, c'est pour ça qu'il faut toujours corriger la calcémie. C'est pour ça, on parle toujours de ça. Donc c'est pour ça, en cas d'hypoalbuminémie, on aura une diminution de la calcémie totale parce qu'il y a une diminution de la fraction liée à l'albumine, et donc comme si on aura une hypocalcémie, on va une corrigée, la calcémie ionisée est normale. Donc voilà. Le cas تاعنا وين في الحالات يعني les causes ou les étiologies de l'hypocalcémie, c'est كما على بالنا bon si on parle de l'état physiologique, en cas d'hypocalcémie, on aura l'activation, la fixation du calcium au niveau des récepteurs, il va dire aux cellules parafolliculaires, enfin, il va activer la synthèse de la PTH et sa sécrétion, qui va, elle, venir pour activer le calcitriol, augmenter la réabsorption au niveau du tube contourné distal du rein et provoquer une résorption osseuse, une déminéralisation pour libérer du calcium. Voilà. Les causes de l'hypocalcémie, donc les causes sont par rapport avec la PTH. On aura donc en cas d'insuffisance parathyroïdienne, en cas de tumeur, en cas de une insuffisance parathyroïdienne, diminution de, c'est-à-dire cancer, c'est on a fait une ablation où là on a fait une ablation de la thyroïde et en même temps on a enlevé les parathyroïdes parce que qui maintenant les parathyroïdes sont plaqués contre la face postérieure de la thyroïde, donc c'est difficilement de les séparer. C'est pour ça on aura cette complication malheureusement lorsqu'on fait une thyroïdectomie. Voilà. On aura aussi la résistance en cas de résistance des organes cibles à la PTH. Voilà, il y a une résistance, les organes ne répondent pas à l'action de la PTH. Et donc voilà, il n'y a pas vraiment beaucoup de causes. Et en cas de déficit à la vitamine D aussi, il faut pas l'oublier. Voilà, on le cite aussi. En cas de déficit en vitamine D, et c'est principalement par rapport à l'insuffisance parathyroïdienne. En cas de manque à la PTH, il n'y a pas. C'est parce que c'est principalement elle qui va réguler l'hypocalcémie. Voilà. Et si je peux d'autres étiologies, c'est également où je fnaf le corps les cours pardon les dysphosphorémies, on avait dit que en cas d'hyperphosphorémie on aura
une hypocalcémie. Pourquoi? Parce que on a déjà la constante, c'était la concentration de le calcium fois la concentration de le phosphore, c'était égal à constante, à une constante. Il faut toujours la garder, la constante. Et donc, en cas d'augmentation de la phosphorémie, elle va se faire au dépend du calcium. Donc, on aura une hypocalcémie. Mais pas que. C'est pas que par rapport à ça. C'est parce que, en fait, hyperphosphorémie, c'est-à-dire on aura fixation du phosphore avec le calcium, ce qui donne ces calcifications latérales. Parmi les complications majeures de l'hyperphosphorémie, c'était les calcifications latérales. Ou une hypocalcémie. Et donc, des crises de tétanie, etc. Donc, tétanique, c'est une cause. Hyperphosphorémie, elle peut causer une hypocalcémie. Autre cause aussi, on peut citer l'utilisation des médicaments. En cas de, voilà, d'étiologie d'origine iatrogène. C'est principalement l'utilisation des diurétiques de l'once, comme la furosémide, un effet hypocalcémiant. Et puis voilà. Les conséquences, on aura, donc ce qui marque, on a, c'est hyperexcitabilité. Les signes sensitifs, on aura des paresthésies, des hypoesthésies, des sensations bizarres, sensitives. Les signes moteurs, là, c'est hyperexcitabilité, des fasciculations, des mouvements involontaires, un spasme, des tétanies, des crises de tétanie, voire des convulsions généralisées. Voilà, c'est l'hypocalcémie. Alors, et donc, on a terminé avec ce cours. Si on peut si on peut récapituler un petit peu, alors on a vu le calcium, ses principales fonctions, ses principales actions au niveau du corps. On a presque 1 kg et réparti par sous des formes différentes, principalement au niveau de l'os, sous forme d'hydroxyapatite. Également, donc, au niveau plasmatique, on va trouver sous deux formes, soit filtrable, soit non filtrable. La non filtrable, elle est liée à l'albumine. L'albumine, il faut la prendre en considération. Il faut avoir son taux en cas de dosage de la calcémie pour la corriger, parce qu'on peut provoquer, en fait, les variations de la protéidémie provoquent des variations de la calcémie totale dans le même sens, et cette calcémie, elle est sensible aux variations acido-basiques. D'autres cas, dans l'autre côté, on a donc 50% elle est sous forme ionisée, donc c'est la forme filtrable, 50% elle est sous forme ionisée, c'est la fraction biologiquement active, c'est elle qui est régulée par les hormones, et on a 10% sous forme liée à d'autres ions. Voilà, donc la régulation se fait sur 3 niveaux, l'intestin, le rein et l'os. On a parlé donc des deux physiopathologies, l'hypercalcémie et l'hypocalcémie. L'hypercalcémie, c'est principalement des ralentissements partout. Elle provoque la bradycardie, etc., des tachycardies ventriculaires, des extrasystoles ventriculaires. On avait dit aussi... on avait cité aussi les étiologies. L'acidose, elle fait augmenter la calcémie ionisée. L'alcalose, c'est le contraire, elle va diminuer la calcémie ionisée. Alors, si on peut citer un traitement pour l'hypercalcémie, on peut donner les diurétiques de l'once, comme la furosémide. C'est les cause de l'hypocalcémie. Vous voyez, donc on utilise pour éliminer l'excès le calcium et surtout chercher l'étiologie, parce qu'on avait cité qu'il y avait en cas de cancer, des tumeurs, voilà. Donc voilà, en cas de tumeur, voilà, donc on doit traiter l'étiologie bien sûr. Et on a parlé aussi de l'hypocalcémie qui est principalement responsable d'une hyperexcitabilité, des crises de tétanie. Les causes, c'est principalement en rapport avec la PTH et une résistance ou une insuffisance. Voilà, elle peut être vraie ou la fausse. Fausse, c'est par rapport à l'hypoalbuminémie qui va provoquer une fausse hypocalcémie, mais c'est diminution de la calcémie totale parce que l'albumine a le calcium. Donc, sans diminution de la calcémie ionisée. C'est pour ça qu'il faut corriger toujours. Voilà. Et si on peut traiter l'hypocalcémie, parmi les traitements, on peut donner des diurétiques thiazidétiques qui vont augmenter la calcémie. Et c'est parce que c'est des médicaments qui épargnent le calcium. Donc voilà, le maintien d'une calcémie, si on peut terminer avec cette phrase, le maintien d'une calcémie normale, elle est en jeu majeur et pour tout l'organisme. Voilà, vous voyez, surtout si ça attaque les fonctions vitales. Voilà. Alors à la fin, si vous voulez qu'on récapitule un petit peu ce qu'on a vu de l'unité, on peut les récapituler rapidement. Donc on a vu le premier cours, c'était la physiopathologie de la dénutrition. C'était comme la première unité en réalité, c'était juste la nouvelle notion, c'était le syndrome de renutrition inappropriée, très très intéressant. La physiopathologie c'est surtout lorsqu'on introduit d'emblée de la nourriture comme ça aux patients
qui était dénutri pendant très longtemps, ce qui fait on aura un passage excessif, enfin on aura la sécrétion de l'insuline qui va faire passer entrer les nutriments vers l'intérieur de la cellule, ce qui provoque des déficits graves et donc des dégâts très très graves dans tous les plans, surtout cardiaques, etc. Et l'hypocalémie et tout. Donc ensuite on a vu le cours de l'insuffisance rénale aiguë. L'insuffisance rénale aiguë, on a parlé principalement donc c'était l'insuffisance rénale aiguë, c'est un phénomène réversible, un de trois mécanismes, soit pré-rénal, ou la fonctionnelle, ou la rénale, ou la post-rénale. Pré-rénale, c'est surtout fonctionnel, on avait dit, c'était les insuffisances cardiaques, hépatocellulaires, une déshydratation, des pertes, c'est-à-dire on aura une hypovolémie, une hypoperfusion, sans atteinte rénale, utilisation de certains médicaments, comme les diurétiques, comme les analogues de l'angiotensine 2. Ensuite, c'est la cause rénale, le mécanisme rénal ou l'insuffisance rénale aiguë rénale, d'origine rénale, c'était principalement la nécrose tubulaire aiguë, voilà, ou là on a d'autres néphropathies glomérulaires, vasculaires, aussi d'origine soit ischémique ou la toxique. Et la dernière, c'était l'insuffisance rénale aiguë post-rénale, c'était principalement des origines urologiques par obstacle, soit un obstacle haut ou là-bas, ou là d'autres causes comme les tumeurs, les cancers, la vessie, la prostate, l'appareil génital chez la femme ou l'homme. Et donc voilà, principalement c'était ça pour l'insuffisance rénale aiguë qui doit être prise en charge le plus vite possible pour ne pas arriver à la chronicité. Et donc la chronicité c'est irréversible. En بعد شفنا les dysphosphorémies, les variations de le phosphore. Le phosphore c'est un sel minéral très important qui est plutôt abondant, on le trouve partout. Les variations ou les hypophosphorémies sont plutôt rares, parce qu'on le trouve partout dans les animaux, et il est en rapport avec le calcium, etc. On a parlé de ses complications, etc. Ensuite, on a vu le coup. Enfin, c'était l'acidocétose diabétique. C'est la complication majeure qui est très grave, qui est considérée comme une urgence médicale, qui met le pronostic vital en danger chez le diabétique. Voilà, surtout le diabétique de type 1, parce qu'elle peut engager le pronostic vital par l'atteinte cérébrale en provoquant un œdème cérébral. Donc il faut la prendre en charge le plus vite possible. Elle provoque donc, c'est dû à une carence en insuline, ce qui provoque un excès de cétogénèse et une acidose, une hypocalémie, une déshydratation, une hyperglycémie, une insuffisance rénale aiguë. Donc voilà, en général c'était ça. Alors voilà, c'est un petit récapitulatif. Et là, on a vu les dyscalcémies. Donc, j'espère que c'était clair l'explication de les cours. Inch'Allah, les résumés fidokum. Inch'Allah, il n'y avait pas vraiment des fautes. Et s'il y avait n'importe quelle faute, veuillez les signaler dans les commentaires. Et si vous avez n'importe quelle question, comme أي سؤال, أي حاجة, أي remarque, أي حاجة, تفضلوا يعني في les commentaires avec plaisir. Au contraire, ça me fait vraiment plaisir. Sinon, voilà, normalement c'est ça. Donc, إن أخطأت فهو من نفسي وإن أصبت فهو من الله سبحانه وتعالى. Donc, je vous dis merci pour votre attention et bon courage.